de l'assurance chômage, ultime réunion patronat-syndicat en ce moment même. Les résultats du commerce extérieur en octobre, nette amélioration par rapport au mois précédent. La légitime défense et ses limites en cour d'assises, aujourd'hui à Troyes, ouverture du procès du garagiste qui avait tué un cambrioleur avec un transistor piégé. Rugby, France-Argentine demain au Parc des Princes. Ce deuxième test match sera retransmis en direct sur Antenne 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Le régime de l'assurance chômage est à nouveau sur le tapis. Le Premier ministre a présidé ce matin un comité interministériel pour préparer les décrets sur les économies à y apporter au cas où ce soir, syndicats et patronats ne parviennent pas à un accord. Vous vous souvenez que lundi dernier, le CNPF avait dénoncé la convention régissant jusqu'ici l'UNEDIC. Avant d'en arriver donc à une intervention du gouvernement par décret, c'est ce soir au siège du CNPF la réunion de la dernière chance entre les partenaires sociaux. Une réunion houleuse, mais pour des raisons que l'on n'attendait pas. Une délégation des petits patrons du SNPMI, qui ne sont pas partie prenante aux négociations, ont voulu forcer la porte. Le vice-président du CNPF lui a voulu les bouter dehors en vain. Alors le représentant de Force ouvrière est passé à la manière forte. Bon, alors, je suis pas l'assurance. Il y a eu un protocole qui a été signé par un certain nombre d'organisations. Vous sortez d'ici, on veut travailler ici. Allez, alors, debout là. Antoine, Antoine. Allez, sortez. Ça vous regarde pas, bande de salauds, bande de poissons. Vous êtes des facile, je n'ai rien à foutre ici. Je vous emmerde, moi. Eh bien voilà, la salle où se déroulait cette scène a été évacuée. Elle a été vide pendant quelque temps et elle commence à se remplir maintenant, puisque pour éviter un pugilat, les partenaires traditionnels de la négociation UNEDIC sont partis discuter dans une autre pièce. Du coup, les 6 représentants des PMI, escortés de leurs photographes, ont quitté le siège du CNPF, la tête haute. Ceci dit, le véritable événement, c'est que les syndicats sont tous venus, même la CGT, ce qui n'était pas sûr ce matin. Et puis qu'ils viennent de proposer ensemble un plan d'économie de 10 milliards sur les prestations de chômage, alors que certains n'en étaient qu'à 7 lundi dernier. Seulement voilà, les syndicats et le CNPF ont des positions assez éloignées, puisque les syndicats veulent que toutes les mesures prises actuellement soient appliquées à titre provisoire jusqu'à fin 83, et que le patronat n'accepte ces mesures que jusqu'à fin janvier 83, et veut avoir une nouvelle convention reprenant tout à zéro dès le 1er février. Donc on ne s'attend guère ce soir à un accord, mais on sait que le décret du gouvernement, déjà très avancé, s'inspirerait très largement des propositions syndicales en ajoutant 2 milliards d'économies supplémentaires. Un décret qui pourrait d'ailleurs s'appliquer dès le 1er décembre prochain pour éviter à l'UNEDIC de perdre, comme elle le fait actuellement, 1 milliard par mois. Pour le gouvernement, sous réserve des derniers arbitrages, il faut économiser 12 milliards de francs en diminuant la durée de certaines allocations et en réduisant le montant. Ce qui est pratiquement sûr, les chômeurs seraient indemnisés au minimum 7 jours après leur inscription à la NPE, au maximum après leur congé payé. Les licenciés pour raisons économiques toucheraient leur allocation pendant 6 mois et non plus 1 an. Après, bien sûr, ils retrouvent le système normal d'indemnisation. Les jeunes, les femmes, à la recherche d'un premier emploi, percevront des indemnités proportionnelles au SMIC et à leur âge. Actuellement, ces jeunes et ces femmes touchent entre 32 et 65 francs par jour. Enfin, toutes les allocations seraient calculées en fonction de la hausse des prix et non plus de la hausse des salaires. Ce qui reste en discussion, les préretraites, pour un salaire égal à 7 000 francs, les préretraités toucheraient une allocation égale à 65% du salaire et à 50% pour les salaires supérieurs à 7 000 francs. Actuellement, les préretraités touchent 70% de leur salaire brut. Cette mesure ne concernerait pas les bénéficiaires de contrats de solidarité. Enfin, pour percevoir des allocations, il faudrait avoir travaillé 6 mois dans une entreprise et non plus 3. Dans cette vague d'économie, un petit plus, les chômeurs de plus de 55 ans, qui ne touchent rien actuellement, percevront jusqu'à 60 ans une allocation de fin de droit, 32 francs par jour. Le chiffre du jour est encourageant pour le commerce extérieur.
par rapport aux très mauvais résultats du mois de septembre. Le bilan est nettement moins négatif en octobre. Le déficit s'établit à 6,3 milliards de francs, soit un peu plus de la moitié du chiffre de septembre. Les exportations ont augmenté et les importations baissent. Pierre-Marie Thiaville. Oui, quand on a un déficit, on est de toute façon toujours content de le voir baisser. 6 milliards au lieu de 12, c'est une bonne nouvelle, mais il faut quand même se méfier des chiffres. Celui-là contient une vraie bonne nouvelle et puis aussi une fausse, vous allez voir. Le commerce extérieur, c'est une soustraction, exportation moins importation, c'est simple. Le déficit passe donc de 12 à 6 milliards parce que les importations, les achats ont baissé, tandis que les exportations, les ventes ont augmenté. Bien. La baisse des importations, ça, personne ne sait si c'est une bonne nouvelle, parce que peut-être que les Français ont commencé à se convaincre qu'il fallait acheter français, mais ça, c'est pas mesurable. Puis dans certains secteurs, comme par exemple le pétrole, c'est la consommation elle-même qui a ralenti, parce que c'est la crise. Alors cette baisse des importations, qui paraît bénéfique, on ne peut pas savoir si elle est due à la crise, et ça, c'est mauvais, ou même à des comportements des acheteurs, le pouvoir d'achat, vous savez, ou bien simplement à une amélioration de l'usine France. Là, il faudra attendre 2 ou 3 mois. En revanche, alors ça, c'est la vraie bonne nouvelle, les ventes, les exportations ont augmenté presque 7% de mieux en un mois. Exemple, l'automobile qui a dégagé un excédent d'1 milliard, l'agroalimentaire presque 2 milliards en un mois d'excédent, et ça c'est un record absolu. Tout ça, ça veut dire dynamisme, compétitivité, ça c'est très bon. Enfin, une hirondelle dans l'hiver du commerce extérieur, parce que il ne faut pas se leurrer, c'est toujours l'hiver. La France espère pour l'année 82 moins de 100 milliards de déficit de commerce extérieur. C'est encore énorme. Monsieur Delors à Tunis a déclaré que 6 milliards c'était un mieux, mais c'était pas suffisant comme déficit, qu'il fallait arriver à 3 ou 4 milliards par mois. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose au propos de monsieur Delors, quand on arrivera à sortir complètement du rouge, à faire un bénéfice extérieur, ça sera encore mieux. Alors justement, une facette du déficit du commerce extérieur dont on fait un symbole ces temps-ci, même si le marché en France reste pour l'instant limité, le cas des magnétoscopes. Vous savez que les Japonais ont pris une avance considérable dans ce domaine, mais les Européens prennent maintenant, en se regroupant, les moyens de riposter. En effet, le groupe français nationalisé Thomson Brandt vient de prendre le contrôle de Grundig, le numéro 1 allemand de l'électronique grand public. Grundig ayant à son tour des vues sur Telefunken. Une parenthèse politique avant de revenir au problème de la communication et des magnétoscopes, puisque les députés en ont longuement discuté aujourd'hui. Une parenthèse politique avec la préparation des municipales. Après la réunion PCPS hier soir, où l'on a constaté un désaccord persistant sur le choix des têtes de liste, le comité directeur du PS se réunira demain et dimanche. Le Premier ministre Pierre Mauroy interviendra demain dans le débat de politique générale qui promet d'être largement consacré aux problèmes économiques et salariaux. Du côté de l'opposition, les listes communes RPR-UDF seront vraisemblablement connues en janvier, a déclaré aujourd'hui Jacques Chirac, qui recevait une délégation de l'UDF. Demain, M. Chirac présidera un comité central extraordinaire de son parti consacré à la situation dans les entreprises. À l'Assemblée nationale, les députés poursuivent leur discussion des différents budgets, une discussion qui se terminera sans doute très tard cette nuit par un vote final. Mais dans les couloirs, ce qui agitait le Palais Bourbon aujourd'hui, c'était le rejet hier soir par le Conseil constitutionnel d'un amendement de la loi sur les listes électorales pour les municipales. Il s'agit de l'amendement qui réservait aux femmes un quota de 25% sur ces listes. Selon le Conseil constitutionnel qui s'est saisi du problème de son propre chef, l'amendement est anticonstitutionnel et contredit le principe de l'égalité des citoyens. Pour le ministre des Droits de la Femme, Yvette Roudy, il s'agit, je la cite, d'un raisonnement juridique glacé dans la ligne des discriminations sexistes existantes. Pour beaucoup de députés de toute tendance politique, c'est aux partis politiques de prouver maintenant d'eux-mêmes dans les faits la promotion des femmes, ajoutant qu'au Conseil constitutionnel ne siège évidemment aucune femme. Mais revenons à ce qui a occupé l'hémicycle toute la journée, le budget de la communication présenté par M. Filiou, qui concerne essentiellement les sociétés de radio et de télévision. Jean-Louis Le Senne. Visiblement, le ministre de la Communication est satisfait de son projet de budget. Il prend en compte sa volonté d'affirmer une politique de la communication pour les 10 ans à venir, avec la fameuse 4e chaîne et les études sur la télévision par câble et par satellite. Mais surtout, dans l'immédiat, ce budget ne souffre pas trop de la rigueur. Les moyens de l'ensemble du service public radio-télévision nationale sont en augmentation cette année de 18% par rapport à l'année dernière, avec une augmentation du taux de la redevance de 11%. C'est-à-dire que dans la situation
de rigueur dans laquelle nous sommes, ça n'est pas mal. Je veux dire que c'est mieux que pour la plupart des administrations ou des entreprises publiques. Bien entendu, l'opposition au cours du débat d'aujourd'hui n'a pas exprimé le même point de vue. Pour elle, malgré les promesses du gouvernement, la libéralisation à la radio-télévision n'existe pas, au contraire. Il y a eu cette normalisation de l'audiovisuel que demandaient les socialistes à leur congrès de Valence et qui se poursuit. J'en veux pour preuve cet étonnant rapport voté à la fois par les socialistes et les communistes à l'Assemblée nationale qui préconise, qui exige du gouvernement une embauche des journalistes en fonction d'étiquettes politiques et d'étiquettes politiques plutôt de sensibilité gouvernementale. Nous avons aussi une autre raison de ne pas être contents, c'est que l'année 1983 sera pour les sociétés de télévision une année de vache maigre, et donc une année de vache maigre aussi pour les téléspectateurs et leurs programmes. Il y aura moins de films, M. Filioul l'a annoncé, et aussi, comme il y a moins d'argent, beaucoup plus de rediffusion. Mais pour sa part, la majorité a parlé avant tout au cours de ce débat des acquis de la loi sur l'audiovisuel votée l'été dernier. Je peux vous dire que je suis satisfait de la manière dont la haute autorité, après quelques hésitations concernant le problème des journalistes, a perçu son rôle. Et je pense, par rapport à ceux qui critiquaient le problème de l'indépendance de la télévision par rapport au gouvernement et au pouvoir, que la haute autorité est en train de montrer aujourd'hui que nous avions raison. Technique de harcèlement bien connue à l'Assemblée, les jeunes ténors de l'UDF ajoutent ce soir amendement sur amendement à propos d'un point du projet de budget qu'ils savent très public, comme certains membres de la majorité d'ailleurs, la redevance sur les magnétoscopes. Un débat entre ceux qui considèrent qu'il s'agit là d'un objet de luxe qui n'est pas indispensable et ceux qui considèrent que c'est tout simplement un outil de liberté. Il n'empêche, dès l'année prochaine, ce luxe ou cette liberté coûtera 471 francs. Dans le cadre des travaux préparatoires à ce débat sur l'audiovisuel, Alain Bocquet, député communiste du Nord et rapporteur de la Commission des affaires culturelles, avait souligné une anomalie, selon lui, dans la retransmission des rencontres sportives à la télévision. Alors que les stades sont couverts de panneaux publicitaires, la télévision ne touche pas un centime. Comment fonctionne en réalité ce mariage très intéressé de la publicité, de la télévision et du sport? L'enquête d'Alain Vernon. Le sport et la télévision forment un couple inséparable mais agité. En moyenne, sur une année olympique, 10% de l'antenne sont consacrées à la compétition sportive. En réalité, ce couple est devenu un ménage à trois en tolérant le slogan publicitaire pendant les retransmissions. La publicité classique est devenue obsessionnelle. Autrement dit, au slogan « Buvez ceci car c'est la meilleure boisson », on dit à présent « Faites comme ce joueur ou ce coureur, il boit notre boisson, donc la vôtre ». En France, contrairement aux États-Unis, on vend la télévision qui doit elle-même payer pour retransmettre un spectacle qui existait bien sûr avant la télévision. Personne aujourd'hui n'est donc naïf au point de croire que les annonceurs ne profitent pas grassement de cette aubaine qu'est la télévision. Ce que je propose, c'est très simple, c'est que cet argent revienne au service public et je propose la constitution d'une commission, d'une association à l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, avec les fédérations sportives, avec les sociétés de programme de la radio-télévision, sous l'égide de la haute autorité, avec la Régie française de publicité pour que ces fonds puissent être redistribués au service public et à toutes les fédérations sportives. Pour y voir plus clair, prenons l'exemple du football et du Parc des Princes. Certes, la télévision paye pour retransmettre un match, mais pour Jean-Claude Darmon, la publicité sauvage n'existe pas. Car par un accord d'août 78 signé à Londres, l'Union européenne de radio-télévision a normalisé la publicité visible dans le champ des caméras. Ainsi, un panneau de 8 mètres au bord du terrain coûte 230 000 francs par an. À Paris, c'est une société, l'OPPS, qui gère le Parc des Princes et qui travaille en contrat avec des annonceurs. Cette société, si vous voulez, à l'heure actuelle, touche 35% de l'ensemble des sommes reçues et 65% sont redonnés à la fédération, à un compte bloqué qui s'appelle le compte de gestion du Parc des Princes, et 65% servent à gérer le parc. En 1981, la somme des 65% qui ont servi à gérer le parc était de l'ordre de 4,5 millions de francs. L'OPPS touche donc une partie des gains, tout comme le club du Paris Saint-Germain, libre de gérer l'espace publicitaire en Coupe d'Europe seulement, seule occasion selon lui de réaliser des bénéfices. Mais pour le club, pas question de partager avec la télévision. Je prends un exemple concret, le match de Sofia.
Le jour où nous avons annoncé à la télévision que le match serait télévisé, c'est-à-dire 5 jours avant la date du match, la location s'est arrêtée complètement. Le jour du match de Sofia, nous avons perdu 10 000 spectateurs, soit environ 800 000 francs de recettes. Première raison. Donc la télévision nous a coûté 800 000 francs de recettes. Deuxièmement, et je crois que c'est aussi un des problèmes très importants, la télévision nous a donné, pour la retransmission de ce match, nous a donné un doux euphémisme, nous a donné 150 000 francs. Ce qui est complètement disproportionné par rapport aux sommes que paie cette même télévision pour des dramatiques ou pour des manifestations à grand spectacle comme le football. La publicité aime donc la télévision et prétend aimer le sport. Le sport lui aime bien la télévision mais reste très lié à la publicité. Voilà un ménage qui n'est sans doute pas près d'éclater. Toujours l'argent et le sport avec la caisse noire de l'AS Saint-Étienne. Après les inculpations de l'ancien et de l'actuel président des Verts, le conseil d'administration de la Ligue nationale de football s'est réuni ce matin pour décider qu'il n'y avait pas urgence à examiner leur cas. Vous n'aurez pas votre ration quotidienne de pâte à papier ce soir. Vous ne l'avez pas ce soir, vous ne l'aurez pas demain matin. Pas de journaux, puisque l'intersyndicale du livre parisien CGT a déclenché une grève de 24 heures à la suite de l'échec des négociations des contrats de solidarité. Après la décision interministérielle d'indemniser les dommages provoqués par la tempête au début du mois dans plusieurs départements français, le ministre de l'Agriculture, Édith Cresson, à l'occasion d'une tournée dans le Sud, a voulu constater les dégâts sur le terrain. Ainsi, en Auvergne, la forêt a beaucoup souffert de la tempête. Les dégâts sont estimés à 1 milliard de francs. Jean-Louis Calmejane et Jean Villa ont accompagné Madame Cresson. Vus d'hélicoptère, les dégâts occasionnés par la tempête sont encore plus impressionnants. C'est ce qu'a pu constater aujourd'hui Édith Cresson, le ministre de l'Agriculture, en survolant le Puy-de-Dôme. Cette région a subi plus de la moitié du total des dégâts forestiers occasionnés en France par la tempête. Forêts domaniales, communales et privées confondues, ce sont environ 4 millions de mètres cubes de bois qui ont été touchés par le mini-cyclone, soit 6 à 7 fois la capacité annuelle de récolte de bois dans cette région. Mais plutôt que d'indemniser directement les forestiers, ce sont des mesures à caractère économique qui vont être prises. Nous devons prendre 2 séries de mesures, les unes pour retirer les bois qui sont cassés, comme vous voyez celui-là, et essayer de les stocker pour ne pas perdre ensuite sur plusieurs années notre approvisionnement en bois. D'autre part, nous devons tout faire pour écouler ces bois à l'intérieur et à l'exportation. Et nous devons prendre une autre série de mesures de nature à empêcher les prix des bois de s'effondrer. Mais il va falloir faire vite. En effet, tous ces arbres déracinés ou brisés devront être débardés d'ici 3 mois. Sinon, ils se détérioreront sous l'action des insectes et des champignons. Pour accomplir ce travail, les exploitants de la région sont trop peu nombreux et surtout, ils sont sous-équipés en moyens appropriés pour faire face à une telle masse de bois. L'armée devrait apporter son aide sous peu, mais ce qui inquiète les scieries, ce n'est pas le présent, mais surtout l'avenir. C'est catastrophique. Dans un premier temps, il y a du bois qui va être à revendre, puisqu'il y a tellement de dégâts dans les forêts que c'est vrai, c'est incroyable. Et on va voir pendant 2-3 ans, on va avoir énormément de bois. Mais le gros problème, c'est que d'ici quelques années, il n'y aura plus assez de bois pour fournir aux scieries. Et une scierie sur 10 au moins sera obligée de... Il y aura que du bois pour une scierie sur 10 et 5 scieries fermeront les portes. Parmi les premières tâches, il faudra aussi reconstituer les boisements. Des prêts à long terme et à très faible taux d'intérêt seront prévus à cet effet. Le Conseil des ministres de mercredi prochain devrait entériner toutes ces séries de mesures. Venons-en à un problème qui passionne l'opinion, celui de l'autodéfense. Un procès exemplaire vient de commencer aujourd'hui à Troyes. La cour d'assises de l'Aube juge en effet Lionel Legras, ce garagiste qui avait placé un transistor piégé dans son hangar et qui avait ainsi tué un cambrioleur. Lionel Legras est devenu le porte-drapeau de l'association Légitime Défense. Claude Sérillon suit son procès. Ce matin, à l'ouverture de la salle d'assises du palais de justice de Troyes, ce n'était pas la grande foule espérée par l'association Légitime Défense. 6 ans après les faits, lorsque l'accusé, M. Lionel Legras, est apparu, lui, timide, discret, a été cependant salué par quelques dizaines de sympathisants. Si de telles manifestations se reproduisent, je n'hésiterai pas à faire évacuer la salle. Je vous le dis tout de suite, ici on est en France.
On rend la justice dans la sérénité, on rend pas une justice des ayatollahs ici. Hein. Alors je vous en prie, un peu de silence. Manifestement, les magistrats n'ont pas l'intention de juger sous la pression organisée de l'opinion publique. Mais cet après-midi, avec la comparution des témoins, le débat changea de ton. Sur la personnalité de M. Lionel Legras, honnête homme, gros travailleur, calme, sensible. Un vrai festival d'éloges, commente le président à l'issue d'une succession de témoignages avec élus locaux, ceints de leurs écharpes tricolores. Puis arrive André Rousseau. C'est lui qui fut blessé lors du cambriolage chez M. Legras, lui qui est la victime aujourd'hui. Procès dans le procès. Pourquoi êtes-vous entré dans le garage? Pas de réponse. Qu'avez-vous pensé en voyant des filets électriques? Ça m'a semblé bizarre, drôle. Et quand Vermeulen, votre complice, celui qui a pris le transistor, à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, attention, il va te péter à la figure. Le reste, les détails de ce cambriolage tragique vont se perdre dans des aveux toujours contradictoires. Et pendant ce temps, on avait oublié Lionel Legras, l'accusé. On y revint avec l'explication de la confection du piège, un peu de poudre, un peu d'explosif, et puis cette phrase, enfin, de Lionel Legras, « Je regrette, je ne connaissais pas la force de cette poudre. Je regrette beaucoup la mort de cet homme. » Réclusion à perpétuité pour Jean-Michel Le Commandou, qui avait tué un policier et qui en avait blessé 2 autres. Les jurés de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ont suivi l'avocat général. Il n'y aura pas de révision du procès de Guy Mauvillain, cet homme condamné il y a 7 ans à 18 ans de prison pour le meurtre d'une vieille dame, un meurtre qu'il nie avoir commis. Ainsi en a décidé hier soir la Cour de cassation. Écoutez la réaction de Guy Mauvillain. Hier soir, j'étais surtout révolté, abattu, mais hors de moi. J'étais hors de moi parce que j'avais encore confiance dans la justice, surtout depuis 1 an. J'avais davantage confiance qu'auparavant. Et j'étais même à peu près seul dans mon entourage à avoir réellement confiance. J'étais même sûr de moi. Je disais non, ils n'oseront pas. C'est pas possible, quoi, avec un dossier tel que le mien. Et puis là, j'ai réalisé depuis qu'on se heurte à un mur d'incompréhension. Je ne sais pas ce que normalement des magistrats, surtout d'une Cour suprême, devraient avoir quand même plus devraient étudier avec davantage de conscience et de regarder la précision des détails, des arguments qui ont été fournis dans ce dossier et non pas prendre ça à la légère, avec presque indifférence. La perspective de reprendre votre peine là où elle a été interrompue? Je n'ose même pas l'envisager, c'est pas pensable. Je ne veux pas y penser, c'est impossible. C'est impossible à mon sens. Moi je me laisserais mourir de faim. Hein. C'est pas... Reste à Guy Mauvillain un seul recours juridique, la demande de la grâce du président de la République pour les 2 ans et demi au moins qui lui restent à faire. Les amateurs de rugby seront au rendez-vous demain après-midi au Parc des Princes ou sur Antenne 2 puisque le 2e test match France-Argentine sera retransmis en direct à partir de 15h. L'équipe de France l'avait remporté dimanche dernier haut la main. Cette fois-ci, les Pumas argentins sont blessés. Les Français devront donc veiller au grain. Depuis ce début de saison, l'équipe des tricolores a été remaniée, rajeunie. Jean Mamère vous présente l'un des nouveaux. Après la victoire dans le premier test, les sélectionneurs pour affronter une 2e fois les Argentins ont repris pratiquement les mêmes. Parmi eux, un garçon commence à vivre une belle aventure, Thierry Janeczek de Tarbes. Superbe silhouette de décathlonien, ce petit-fils d'émigrés polonais surprend chaque jour un peu plus malgré ses 23 ans. Grâce sans doute à la complicité de Philippe Dintran, son camarade de club, Janeczek fut le meilleur preneur de balles en touche contre les Argentins à Toulouse. Un atout important en cette période de pénurie pour les sélectionneurs. Autre point fort de ce 3e ligne L, la mêlée. Percutant, il a su dès ses débuts internationaux se libérer de tout complexe pour disputer un match plein. Garçon sage, Janeczek sait que tout va vite et bien pour lui, mais que sa place n'est pas assurée dans le tournoi. Le tournoi des 5 Nations, c'est une grande épreuve, c'est une preuve pour un rugbyman que de participer à cette compétition. Moi, je vais tout faire pour y participer, mais disons que je joue à un poste où il y a pas mal de concurrence en France et tout le monde, tout sportif dans sa discipline a envie de jouer au plus haut niveau et je pense que tout le monde est dans le même cas que moi. Bon, ce sera au plus compétitif sur le moment et celui qui aura prouvé le plus de choses. Bon, de toute façon, je jouerai ma carte à fond comme tous les autres.
Tenez, c'est tout. Allez, attention, ouais. Ah, Pour cela, il faut que dès demain, il pousse très fort contre les Argentins. Un succès et une belle prestation lui ouvriraient sans doute un bel avenir. Le temps pour demain, Alain Gillot-Pétré, pour cette fin de semaine? Eh bien, bon dimanche. Bon dimanche et dans une moindre mesure, bon samedi. Cela est dû à un anticyclone que vous allez voir sur notre photosatellite et qui se situe actuellement ici, voilà. Il va se diriger vers l'Espagne et la France et nous apporter des vents de sud ou des vents de sud-ouest. Et quand qui dit anticyclone dit brouillard le matin, mais soleil l'après-midi. Sur notre carte maintenant, région par région, sur la Méditerranée, là, pas de problème. Samedi et dimanche, c'est du beau temps grâce à un vent de nord que je n'appelle plus Mistral, mais disons un vent de nord. De l'Aquitaine au nord-est, des brouillards le matin qui se dissiperont pour laisser la place au soleil, surtout au sud de la Loire. Au nord de la Loire, vous voyez, les nuages sont plus foncés. Il y aura quand même davantage de nuages demain et peut-être encore quelques averses sur les côtes de la Manche avec des vents d'ouest encore assez forts en Manche. Pour dimanche, c'est la même chose. Soleil en Méditerranée, brouillard au centre, soleil au sud du pays. Un peu plus de nuages au nord, mais enfin majoritairement, c'est quand même du beau temps pour samedi et dimanche, grâce à l'anticyclone. Les températures, regardez, elles montent même bien. 11 degrés, c'est le minimum, à Rouen, Bourges, Dijon, Grenoble, ce qui n'est pas froid. 17 degrés à Nice et Bastia, c'est le maximum. Moyenne nationale à 12-13 degrés, c'est le printemps, c'est quasiment le printemps. Demain, samedi 20 novembre, 2 minutes de soleil en moins, levé 8h08, couché 17h04 et fêtons les Edmonds. Et tout de suite, une précision en ce qui concerne la grève du livre parisien CGT qui empêche la parution de plusieurs journaux ce soir et demain matin. Il s'agit bien sûr exclusivement des journaux parisiens. Les lecteurs de province auront droit, eux, demain matin, à leur titre favori. Voilà, à 22h50, Jacques Merlino vous présentera notre dernier journal. Demain, antenne de midi, Daniel Bilalian. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée.